quand ils ont lu justement, c'est un roman, mais en fait c'est un témoignage. Quand ils ont lu le témoignage, ont voulu supprimer les livres, c'est que c'est beaucoup plus important que ce que vous pouvez retrouver. La quatrième de couverture le dit. Ça se lit comme un roman noir de Jim Thompson ou de James Ellroy. Je connais beaucoup plus James Ellroy. James Ellroy, c'est quelqu'un qui a vécu dans la rue, qui s'est drogué, qui s'est flingué la tête et qui a pu écrire sur une expérience vécue. Ça, c'est de l'or en barre, parce que finalement, même si c'est un roman, on pense que c'est un roman, c'est un document, parce que ça apprend beaucoup de choses sur ce qu'ils font, comment ils travaillent, sur le travail d'un policier à cette époque au Texas. Et là où le livre, évidemment, fait un petit peu de la vente pour nous dire Ellsworth assiste au quotidien d'une police corrompue, raciste et avinée, c'est qu'il faut bien le vendre. Après, c'est pas forcément ce qui me plaît dans ce discours. C'est pas ce qu'on voit tout de suite. Et des bouquins, j'en ai lu. Ce qui me plaît, c'est pas forcément d'avoir une enquête, un bouquin policier qui plaît bien aux Français, avec des révélations. Sulfureux. Sacré réalisme. Ce qui manque pour même les romanciers les plus imaginatifs et ceux qui font les plus grandes enquêtes, ce qui leur manque, c'est des documents, c'est quelque chose qui fournit, et peut-être qu'il y a aussi ils réussissent à récupérer ce type de documents. Mais là, on est avec ce monsieur qui écrit justement sur ce qu'il a connu. Alors, je ne vais pas tout vous lire par rapport à ça, il nous reste quelques minutes. Donc on est parti sur Bora, ils veulent le faire tomber. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Bon. Si on a du gratiné, du croustillant, donc c'est d'une apparence, on voit une apparence, on pense que c'est un roman, mais on est sur des personnages qui expriment des choses assez brutales. Alors, est-ce que je vais vous lire ce passage-là ? On est parti sur autre chose, page 45. Il neige sur Smith County. On n'est pas sur Country, sur County. Il neige sur Smith County. Sherry Palo était un exemple pour de nombreuses jeunes filles. Elle avait un joli visage, une allure soignée et une énergie débordante. Elle avait étudié au lycée privé catholique Thomas K. Gorman, avant de rejoindre le Tyler Junior College et sa célèbre équipe de pom-pom girls, les Apache Bell. Son père mourut quelques années avant son entrée à l'université, et sa mère fit tout son possible pour faire régner l'ordre parmi ses enfants. Toutes des filles aux personnalités très différentes. Puis les filles quittèrent la maison, et Sherry travailla dans une boutique de vêtements dans le très animé Broadway Square Mall de Tyler. Elle ne manquait jamais de montrer toute son énergie, et chacun appréciait sa gentillesse. Mais personne ne savait que Sherry Paro, mais Sherry Palo, Sherry Paro, faudrait savoir. Mais personne ne savait que Sherry Paro était déjà accro à la cocaïne. Elle était sortie pendant un moment avec Bruce Brunelli, avant de se mettre avec Tim McGear, le nouvel ami de Craig Matthews au Strawberry Ridge Apartment. Désormais, elle était avec Steve McGill, un jeune mafieux étrangement charmant, qui avait eu une influence magnétique sur elle. Pour Sherry, cette influence ne pouvait être que de l'amour. Une fois le magasin fermé, Sherry avait sa soirée devant elle, et elle rejoignait McGill pour faire le tour des bars de nuit de Tyler. Le Smith County Electric faisait partie de leurs préférés. Puis Bora ouvrit ses deux clubs, le Bora. Là, ils pouvaient se détendre et retrouver leurs amis, écouter de la musique, acheter ce qu'ils voulaient et sniffer de la cocaïne aux yeux de tous. Ils pouvaient danser et rire et terminer la soirée dans l'appartement de McGill où Sherry avait finalement emménagé. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, l'amour, le sexe, la joie et des amis compréhensifs. S'ils venaient à manquer d'argent, ils pouvaient toujours essayer d'acheter une grande quantité de cocaïne et de revendre ce dont ils n'avaient pas besoin. McGill semblait savoir comment se déroulait ce genre de transaction, et Sherry se montrait très intéressée par ses affaires. Elle savait que McGill avait été emprisonné pour vol au Texas, mais le passé importait peu. Elle n'avait besoin que de Steve, d'amour, de cocaïne et de la promesse d'un lendemain.
cops, du percutant, du trébuchant.